Hey, salut, bienvenue à un autre épisode du podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu pour une deuxième fois Mathieu Bouchard, naturopathe et fondateur de l'Institut AAT. La première fois que Mathieu était venu sur le podcast, c'était lors de l'épisode numéro 29. On parlait du gros bon sens en nutrition. Cette semaine, on parle encore de nutrition avec Mathieu, évidemment. Pour commencer, on parle de la carbophobie. Ça, c'est la peur d'intégrer des glucides dans son alimentation. Mathieu va assez loin dans certains principes pour finalement nous expliquer qu'on n'a pas besoin de couper les glucides pour optimiser sa composition corporelle et pour être en santé. Ensuite de ça, on parle de prendre responsabilité de sa santé, un truc qui est vraiment important à comprendre, surtout en ce moment. Et on donne aussi des conseils pour bien manger toute sa vie sans nécessairement suivre des tendances avec certains trends alimentaires qui existent aujourd'hui en 2021. C'était encore une fois une discussion qui était très intéressante. C'est toujours le fun de parler avec Mathieu et j'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. OK. Mathieu, partie 2 sur le podcast RGB. Merci encore d'accepter l'invitation. Merci à toi. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de te parler. C'est toujours le fun de t'entendre élaborer tes nombreuses connaissances. Fait que, quoi de neuf, Matt? Là, peux-tu parler un peu des formations à la carte là, on va rentrer dans les sujets qu'on veut parler ensemble un petit peu plus tard, là, mais formation à la carte avec Institut AT, c'est une grosse nouveauté. Oui, ça fait, tu sais, on travaille là-dessus, en fait, depuis le début de 2021. Ouais. On a commencé au printemps à demander, parce que nous, il fallait faire un upgrade du site web, parce qu'il fallait qu'ils soient capables de nous faire une plateforme de formation à la carte. Donc, pour les élèves déjà qui sont familiers avec l'Institut AT, c'est la même structure, sauf qu'on peut acheter les formations maintenant séparément. Donc, les formations niveau 1, niveau 2, niveau 3 vont être disponibles toutes en ligne avant la fin de 2021. Donc, ils vont être disponibles que vous puissiez acheter avant la fin de 2021. Et on va avoir aussi des formations de d'autres formateurs ou des formations hors ligne, pas hors ligne, hors série. Vous avez vu celle avec Michael Chagnon, vous avez vu celle avec Patrick Gagnon. On a une formation avec Mélodie qui s'en vient. On a des formations avec moi qui sont déjà là et un autre de mes collaborateurs qu'on va annoncer lundi. Mon partenaire d'études depuis 3 ans, en fait, on a sorti une formation en anglais ensemble. Donc, on va annoncer ça lundi. Donc, lundi qui va être le 1er novembre. Oui, puis c'est lundi c'est aujourd'hui que l'épisode du podcast sort. Fait que ça sort. Le podcast est programmé pour le 1er novembre. Fait que normalement, au moment que les gens écoutent ça, ça devrait être disponible en ligne sur le site de l'Institut AAT, c'est ça? Exact. Mais on a beaucoup, beaucoup de projets là-dedans. Là. La formation à la carte, pour vrai, là, on a le programme de Naturo qui existe depuis 2018 déjà. Là, on a quand même beaucoup d'élèves, ça va bien, les gens sont. Mais à partir de fin 2021, tout va être 100% en ligne. Donc, les élèves vont avoir un programme naturopathique, donc 100% en ligne. Ouais, c'est sûr qu'on pas 100% parce que le dernier volet doit être évalué par des naturopathes qui travaillent. Donc, Mélodie et moi, on s'occupe de ça. Donc, mais les autres volets, les cours sont tous en ligne. Donc, ça va être vraiment... Formation à la carte, ça va être pour vous aider justement à amener plus loin vos connaissances, à amener aussi des gens peut-être qu'on connaît un peu moins, mais qui ont beaucoup de connaissances à partager. On sait que Michael, cette année, a eu un athlète aux Olympiques, donc on ne doute pas que Michael est un excellent entraîneur. Et on a Pat, c'est Pat au Québec, c'est une légende, là, mais pas grand monde qui savent que Pat, c'est un puits d'informations sans fond. Oui, c'est ça. Pat, j'enregistre un podcast avec lui qui est planifié plus tard en novembre. Puis
Ce gars-là, c'est une mine d'or d'informations, puis on l'entend jamais parler. Il est comme vraiment low profile, là, mais là, Ça fait longtemps, nous autres, qu'on voulait aller le chercher, mais il fallait convaincre Pat. Donc, Pat n'aime pas ça de se mettre en avant du spotlight. Exact. Donc, il a fallu le convaincre. Un moment donné, il faudrait qu'il fasse de quoi avec ces connaissances-là, à part être beau dans son salon. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on a fait. Donc, les formations à la carte, c'est ça. Puis, accrochez-vous parce qu'en 2022, on a beaucoup de projets à faire d'ici la fin de l'année. Okay. Donc, ça risque de frapper très fort en début 2022. All right. C'est certain que ça va être intéressant comme d'habitude. On a hâte. Hein? Puis là, Matt, aujourd'hui, on a 2 sujets que je veux parler avec toi. On pourrait dire qu'on va diviser le podcast en 2 parties. Puis on va garder la partie que je voulais jaser avec toi, que dans les derniers mois, tu as comme vraiment parlé beaucoup de ça. Tu as comme été un leader sur promouvoir c'est quoi la vraie santé. Puis le vrai terme, c'est définir c'est quoi une vraie santé aujourd'hui en 2021. Je pense que c'est de ça qu'on veut parler. Puis je veux vraiment qu'on regarde qu'est-ce qui cloche avec la santé des Québécois et Québécoises en 2021. Là, la pandémie, ça a remis bien des affaires en perspective. On remet en question justement sur à quel point on est réellement en santé et tout ça. Fait que je veux qu'on parle de tout ça pour terminer, mais pour commencer, un truc que tu parles beaucoup dernièrement, la fameuse sensibilité à l'insuline, les fameux trends de couper les carbs, la keto, c'est des affaires qui reviennent très souvent, puis la carbophobie, donc la peur des glucides. C'est un phénomène que je vois beaucoup dans ma clientèle qui viennent me rencontrer pour une première fois, puis qu'ils ont vraiment peur d'intégrer des glucides dans leur alimentation. Pense encore que couper les glucides au maximum, c'est la seule façon de perdre du gras, d'être en bonne santé et tout ça. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pas tout le temps. Puis, souvent, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Souvent, c'est ça. Puis, je veux t'entendre parler de ça, là, justement, pour aider les gens sur, des glucides. Il faut comprendre que ce n'est pas un macronutriment qui est démon. On a besoin pour une bonne santé. Puis, c'est sûr qu'il faut faire la différence entre des aliments transformés très riches en sucre, comme des Pop-Tarts, de la tarte au sucre, et des glucides plus naturels, comme les patates douces, tout ce qui vient de la terre et qui est le moins transformé possible. Fait que je te laisse aller avec ça, Matt. Tu pourrais mettre ça simple pour les gens, là, à quel point... On va mettre ça simple. On va commencer par du compliqué pour mettre ça simple. Oui, c'est ça, exact. Dans le domaine scientifique, il y a un scientifique qui est quand même relativement connu qui s'appelle David Ludwig. David Ludwig, c'est un des gars qui est arrivé avec la théorie de Carbohydrate Insulin Model of Obesity. Donc, le modèle glucides, insuline et obésité. Donc, selon lui, c'était les glucides, l'insuline qui causaient l'obésité. Bon, le modèle est arrivé, je te dirais, il y a une quinzaine d'années. C'est sûr qu'il y avait du bon dans le modèle. Donc, c'était un premier à regarder le rôle de l'insuline beaucoup dans l'aspect de l'obésité. Le défaut, c'est certain que M. Ludwig a un léger biais. Donc, lui est certain que c'est les glucides et l'insuline. Depuis, je dirais, 2015, 2016, 2017, il y a eu quelques personnes qui ont commencé à attaquer ouvertement le modèle parce que, il est biaisé le modèle. Donc, il fallait quand même enlever ça de la tête des gens. Il y a un qui s'appelle Kevin Hall. Quand Kevin Hall, j'ai déjà partagé ses articles sur ma page. Kevin Hall, c'est lui qui a commencé à parler au fait que c'est le food processing qui était le problème. Donc, c'était les aliments transformés qui étaient une des causes, ou en tout cas plus dans la cause que les glucides en soi. Kevin Hall et Ludwig ont souvent des arguments sur Twitter, en fait. C'est sûr que ça tourne autour du pot un peu parce qu'ils parlent toujours juste de l'alimentation, mais quand même, Kevin Hall a fait que David Ludwig a dû changer son modèle cette année. Donc, David Ludwig a changé son nouveau modèle du Carbohydrate Insulin Model pour spécifier qu'il parlait maintenant de glucides ultra transformés. Ah. Donc, c'est quand même intéressant. Il a amené la dimension d'aliments transformés. Il amène un peu plus de dimension, il y a plus de profondeur, finalement. Donc, c'est intéressant parce que c'est ça le gros du problème. Et ça fait partie, en fait, de la présentation qu'on va donner, moi et mon partenaire anglophone. Donc, vous allez voir en publicité aujourd'hui, parce qu'on est le premier, comme on se parle. Et dans le courant de la semaine, en fait, vous allez voir la publicité sur cette formation-là. C'est une formation de 3 heures, en fait, sur ce sujet-là. Donc,
ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est que la sensibilité à l'insuline, c'est très dynamique. Donc, il y a le concept de l'intolérance au glucose, que les gens confondent énormément avec la sensibilité à l'insuline. J'avais une discussion avec un gars sur Twitter et sur Instagram qui s'appelle The Ketologist, le kétologiste, qui s'appelle Chris Irwin. Super gentil. Le gars, il est dans vingtaine, ou ça aussi. S'il n'est pas dans vingtaine, il est dans le début trentaine. Il est très, très dynamique, super intéressant. Puis justement, il faisait ces posts-là des fois. Puis à un moment donné, vu qu'on a un ami en commun, mon ami William Wallace, le docteur, j'ai pu envoyer un post à Chris pour lui dire excuse-moi, ton post est faux. Donc, la manière qu'elle explique le concept, si tu mélanges les deux, il dit je ne comprends pas la différence. Là, j'ai expliqué la différence. Puis après ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une discussion avec Benjamin Bickman. Benjamin Bickman, c'est un spécialiste du métabolisme énergétique entre le glucagon et l'insuline. OK, ouais. Donc, il a fait un podcast avec ce gars-là. Puis, dans le podcast, il a posé la question. Il dit explique-moi la différence entre ça et ça. Le gars, il a expliqué. Puis, il est revenu me voir en privé. Il dit oui, là, j'ai dit tu as eu une belle discussion. Il dit oui, il dit, me l'a vraiment bien expliqué. Il a expliqué au monde. Je dis c'est exactement ce que je te disais. Il y a une grosse différence entre les deux. Parce que tu peux être dynamiquement très résistant au glucose, donc on va dire intolérant au glucose, mais ça peut être transitoire. On va donner un exemple. Donc, tout le monde connaît Christian Thibodeau. Pour ceux qui connaissent Christian Thibodeau, c'est l'expert au Québec qui n'a pas de cheveux. Donc, le Vin Diesel québécois. Le Vin Diesel québécois. Dès que Christian l'a déjà mentionné, après un entraînement, normalement, pendant une fenêtre, le corps est quand même très résistant au glucose. Et après, quand le niveau de cortisol leur descend, le niveau d'adrénaline leur descend, les cellules vont commencer à exprimer grandement du GLUT4 à cause de l'exercice. Et là, ils vont devenir très sensibles au glucose. Donc, il y a une fenêtre. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de se presser, là, parce que pendant le temps où le corps est en mode panique, en mode alerte, les cellules ne sont pas aptes à recevoir tant de glucose de l'extérieur. Donc, on appelle ça plus une intolérance au glucose. Tandis que le concept de la résistance à l'insuline, on parle souvent de la résistance à l'insuline, mais on parle du glucose, mais ce n'est pas ça. Donc, la résistance à l'insuline, c'est vraiment sur une échelle parce que les gens vont être résistants à l'insuline bien avant d'avoir trop de glucose dans le sang. C'est ça, on a vu ça, toi et moi, au niveau 3, on en a déjà parlé, mais c'est encore vraiment loin dans la littérature scientifique, puis vraiment loin dans le discours des gens. Donc, pour les gens, la résistance à l'insuline, c'est le diabète. Non, la résistance à l'insuline va commencer bien avant le diabète, souvent des années avant le diagnostic de diabète de type 2. Donc, puis ça, c'est dynamique, mais c'est un processus inflammatoire immunitaire qui s'installe. Donc, c'est pour ça que oui, ça se. Tu sais, les gens qui vont dire, exemple, j'ai commencé une diète low carb, commencé une diète keto, j'ai fini, je suis plus résistant à l'insuline. Non, tu es encore super résistant à l'insuline, tu manges juste plus de carb. Et si ta seule mesure, c'est ton taux de sucre dans le sang, tu vas penser que tu es guéri. Oui, puis après ça, aussitôt que tu vas recommencer à manger des glucides, ben, le problème n'est pas réglé, au final. Le défaut, c'est que c'est toujours été que l'explication de la résistance à l'insuline, c'est qu'il y avait trop de sucre dans le sang. Donc, c'est ça. Donc, le corps est plus capable de faire entrer le sucre dans le sang. C'est pas du tout ça, là. La résistance à l'insuline, c'est un problème d'homéostasie énergétique. C'est un problème de régulation de l'énergie en circulation. Donc, c'est ça le problème. Mais le gars que je vais parler, je ne vous le présente pas parce que je vais faire une surprise. Le gars qui va être dans la présentation, lui a même travaillé pour une compagnie de recherche et développement pour être capable de mesurer les acides gras dans le sang. Mais après des repas, donc postprandial. Donc, être capable d'avoir des mesures beaucoup plus dynamiques qui vont donner une pas mal meilleure interprétation de ton statut énergétique. Donc, beaucoup plus intéressant, là. On est très loin. Pourquoi est-ce que c'est facile de mettre le dos sur les carbs? Bien, lequel des 3 macronutriments est le plus transformé? Généralement, c'est ça. C'est les glucides. Puis un lipide transformé, là, à part boire de l'huile de soya, il faudrait être un crétin quand même. Mais je veux dire, ça n'existe pas. Il y a les huiles végétales qu'on dit à tout le monde depuis des années, ben, ceux qui sont les pires ne prennent pas ça. Les protéines, ben, ça n'existe pas vraiment. C'est sûr que, bon, après ça, oui, ça existe quand tu regardes le poulet reconstruit, mais au bout de la ligne, ça reste du poulet. Là. Mais les glucides, c'est avec ça qu'on peut faire de la transformation. Parce qu'il y a beaucoup de sources de glucides. Si tu regardes, on va dire un exemple, ça me fait toujours rire quand ils font ça. Les ingrédients d'un Beyond Meat.
Les ingrédients de n'importe quel produit vegan. Il n'y a pas un vrai ingrédient là-dedans. Pourquoi? La moitié des ingrédients là-dedans, si tu ne les avais pas processés, ils ne seraient même pas digérables. Ouais. De la méthylcellulose, puis des affaires qui sont comme, OK, l'être humain ne peut pas processer ça. Il fallait le transformer et transformer. Mais c'est ça le problème. C'est que les glucides étaient le macronutriment ou l'endroit où ça ne coûtait pas cher, parce que la plupart des céréales coûtent vraiment pas cher, et où on pouvait faire un processus de transformation. Parce que c'était là. Puis si tu regardes, il y a une ou deux études, il y a plusieurs études qui en parlent de ça, là. Mais dans le processus de transformation, il y a même eu une évolution dans le processus. On voit que certaines transformations n'altèrent pas tant que ça la structure ou l'effet, ou beaucoup moins. Puis il y a des transformations qu'on fait maintenant qui sont dégueulasses. Tu sais, genre que tu es aussi bien de ne pas en manger. Peux-tu donner un exemple pour ça? Je vais donner un exemple. Mon co-présentateur, me faisait remarquer, lui, sa job dans la vie, lui, il a une maîtrise en biologie moléculaire spécialisée en food processing. Lui, il travaillait pour des compagnies avant là-dedans, dans le food processing industry. Il m'expliquait, il dit, OK, il dit, quand vous regardez mettons l'indice glycémique d'une légumineuse, point, c'est très bas. Il dit oui, mais il dit, celle que tu as dans ta canne, là, oui, c'est pas ça. Parce qu'il dit comment il les processe pour les mettre dans les cannes, il chauffe à des très hautes températures. Tu te ramasses avec ce qu'on appelle, lui il appelle ça comme ça, mais un super starch. Donc, un starch qui est super facilement décomposable. Puis le légumineuse a été tellement chauffé que ce n'est pas du tout ce qui est rapporté comme étant l'indice glycémique d'une légumineuse que tu aurais fait tremper et cuire à la maison. C'est ça. Donc, on a une grosse différence entre les deux. Ça, c'est niaiseux, là, parce que des légumineuses, c'est 4$ le sac. Puis dans le sac, tu as genre 12 cannes. Ah ouais, c'est ça. Une canne, c'est 1,50. Fait que, mon Dieu, mais je veux sauver du temps. Caroline, fais-les tout tremper, fais-en d'avance. Ça dure combien de temps? Des légumineuses dans un pot, là, ouais, c'est ça. Nous autres aussi, on fait ça. Ça coûte rien, là. Non, exact. J'en ai justement qui trempent, je me fais un chili tantôt. C'est ça le défaut qu'on a mal compris. Souvent, on va dire, mais c'est des grains entiers. Non. Ça veut dire que tu as mis le grain en entier dans le grinder. C'est ça, le grain entier. Ça veut dire que tu as tout gardé le grain, donc l'enveloppe, le son et tout, puis tu l'as moulu. Fait que dans ta moulure, dans ton mou, il y a ta mouture, exemple, il y a du son. Hey, félicitations. Le concept du son, c'est quand il était dans le son. Pas quand il est rendu en farine de son. Il est là le problème. C'est que le processing, après ça, on fait quoi avec ça? C'est tout ce qu'on fait avec qui est un problème. Mon ami, justement, je vais le nommer, il s'appelle Gabor. Il me disait, regarde des études. Il m'a envoyé des études de processing en différentes céréales. Puis il me montrait les différences entre le seigle, entre le grain, le blé entier, selon le différent processing, les grosseurs des molécules, qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal. Puis il y a vraiment des variations assez impressionnantes. Puis tu fais comme, OK, mais ça explique bien des affaires. Ça explique beaucoup, beaucoup de choses au niveau de... là, on parle beaucoup de la sensibilité à l'insuline, parce que moi, j'aime pas ça mettre la sensibilité à l'insuline et l'obésité dans le même paquet. Parce que tu peux être obèse et très sensible à l'insuline. En fait, même un obèse qui engraisse tout le temps, normalement, c'est quelqu'un qui est très sensible à l'insuline. Tandis qu'il y a des gens très maigres qui sont sûrement hyper résistants à l'insuline. L'exemple le plus frappant de ça, c'est des gens qui sont atteints d'une lipodystrophie. C'est quoi de la lipodystrophie? Non, je te laisse expliquer. Vas-y. Pas capable d'accumuler du gras. C'est le fameux... Non, c'est pas ça. Mais il y a une condition médicale qui existe que la personne ne développe pas de tissu adipeux sous-cutané. Une lipodystrophie. Si tu testes ces gens-là, ils sont hyper résistants à l'insuline. Ils deviennent super facilement résistants à l'insuline. Pourquoi? Ils ne sont pas capables de stocker de l'énergie. Un coup que le corps a storé tout le glycogène qu'il pouvait, après ça, où est-ce qu'il met le gras s'il y en a besoin d'en mettre? Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, Tu regarderas, il y a des études là-dessus. C'est génétique, normalement. Il y a des médicaments qui causent ça. Mais tu peux avoir génétique, tu as de la lipodystrophie partielle, puis tu as de la lipodystrophie totale. Il y a des études là-dessus, puis c'est le fun parce que ces études-là sont quand même récentes. Puis ça explique super bien comment le corps gère l'énergie quand tu connais le concept. Là. Moi et mon ami Gabor, on le regardait l'autre fois, puis on était là, c'est vraiment hot. Parce que là, c'est comme un diabète, c'est quasiment forcé. Là.
Mais la manière qu'il répond, c'est pratiquement la même manière qu'un diabétique répond. OK. Parce que le diabétique, à un moment donné, il est plus capable d'en stocker de l'énergie. Ouais. Mais l'hypodystrophique, lui, ne peut pas. Ouais. Fait que c'est similaire. T'sais. Ah ouais, crime. Je ne savais pas ça. C'est pour ça que c'est dans un continuum qui est vraiment intéressant. T'sais, c'est pour ça, moi, le monde qui engraisse. Maintenant, le monde qui me dit moi, je mange tout le temps, j'engraisse jamais. Je me dis OK, c'est ça. En bas de 40 ans, je me dis OK. Après 40, je me dis OK, on va aller passer des prises de sang, là, parce que selon moi, ça ne va pas bien. Ouais. Et je vais le suggérer. Je suis naturopathe, donc je n'ai pas le droit de rien recommander. Mm-hmm. Je peux juste en parler. Mais je vais dire, ouais, t'as-tu un médecin? Ouais, ben, dis qu'il commence à faire des tests un peu plus intéressants sur la santé cardiovasculaire parce que ça peut-être que tu vas avoir un problème. Ouais, c'est ça. OK, ouais. C'est pas mauvais de mettre du gras. Le corps met du gras pour se protéger. Mm. Donc, le corps accumule du gras pour une protection de quelque chose. Ouais, c'est les cellules qu'il va protéger. Mm-hmm. Mais si tu n'es pas capable d'engraisser, ou si tu n'engraisses pas, ouais, tu n'engraisses pas à l'extérieur. Mm. Il est là le problème aussi. Ouais. Ah, puis c'est ça, c'est justement, tu en parlais tantôt, là, le mécanisme de stocker du gras, c'est un mécanisme normal chez l'être humain. Fait que aller à l'encontre de ça, c'est pas tout. Il faut garder ça dans une homéostasie, comme tu disais tantôt, dans des niveaux sains, à un moment donné. J'en parlais. Un des sujets qu'on est toujours, depuis que. Moi, j'ai connu mon partenaire qui s'appelle Gabor en 2017, à peu près 2018. Parce qu'on s'assinait sur quelque chose et il avait raison. Donc, c'est correct, c'est rare que je m'assigne avec quelqu'un puis je me trompe, mais là, il avait raison. Puis depuis ce temps-là, on travaille beaucoup ensemble à échanger des études pour faire une image dynamique de qu'est-ce qui cause l'obésité puis qu'est-ce qui cause la résistance à l'insuline. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est. Puis on n'arrive jamais à trouver une réponse parce qu'il n'y a pas une réponse. Mais tout ce qu'on veut, lui, il garde ça de son bord. Là. Moi, j'ai ça dans ma tête, là, puis on jase. Là. Puis toujours une image de OK, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui crée ça? Pourquoi le corps ferait ça? Parce qu'une affaire qui est intéressante à se souvenir, puis en naturo, tu l'as appris, c'est que oui, le corps ne fait pas ça pour rien. Non, c'est ça. Peut-être dysfonctionnel, mais il y a une raison pourquoi il a commencé le processus. Mm-hmm. Il y a peut-être un problème parce qu'il continue, mais au début, il y avait une raison. Donc, pourquoi ça existe? Ben, c'est ça. Commence à trouver ça. Après ça, tu vas sûrement figurer pourquoi ça n'arrête plus. Cette raison-là, c'est pas tout le temps par l'alimentation. Ah non! Il y a des millions d'affaires. Il y a de la génétique. Il y a un peu de génétique. Je te dirais un 5 à 10 qui est génétique. Parce qu'on le sait qu'il y a des gens qui, comme là, tu regardes, moi, j'écoute beaucoup des podcasts aux États-Unis avec du monde intéressant, là, pas du monde qui pense que tout est une théorie du complot. Mais qui disent tu regardes la population sud-est asiatique, donc les hindous, donc vietnamiens, choses comme ça, donc le sud-est asiatique, ils se rendent compte que c'est des gens qui sont très résistants à l'insuline rapidement. Ils n'ont pas de capacité de faire du gras, mais ils ont une capacité ils font du gras viscéral plus facilement. Ah ouais. Oh oui, puis ça, c'est comment il s'appelle? Rajesh. En tout cas, il y a un podcast avec Peter Attia où il interviewe un médecin qui vient des Indes, puis il pratique aux États-Unis. Mais le gars, il vient de l'Inde, puis il explique justement le concept de ça. Il explique que là-bas, ça marche, mais quand ils arrivent ici, ces gens-là, vu qu'ils sont confrontés à les mêmes aliments, mais plus transformés, ben, ils deviennent hyper résistants à l'insuline sans être obèses. Puis lui, c'est super excellent parce qu'après ça, tu regardes la génétique, tu regardes que ces gens-là, puis mettons une population de certains spécifiques chinois et d'autres, vont avoir une génétique qui va les faire accumuler du gras viscéral, puis pas trop, puis pas tant de gras, ben oui, du gras sous-cutané, mais ils ne verront pas obèses facilement. Fait qu'ils vont devenir résistants à l'insuline très rapidement. OK. C'est fucké, là. Mais c'est fun. Ça, c'est expliqué grandement en raison de leur génétique. En fait, non, il y a une partie qui est leur génétique, puis après ça, il y a l'industrialisation, parce que ces pays-là, souvent, on dit, OK, la Chine, oui, mais la plupart de la Chine est très pauvre. Fait que, souvent, ils vont encore manger des végétaux, puis du porc, puis, c'est souvent quand ils commencent à avoir accès, justement, à trop d'affaires transformées, parce que c'est quand même les champions de fabrication de trucs transformés, fait qu'ils vont commencer à avoir des problèmes, Fait que c'est tout le temps, il y a une partie génétique, parce que ça c'était ça qu'il voulait regarder, le médecin s'est mis à regarder les études de population, puis s'est rendu compte que l'expression de certains gènes au niveau du métabolisme énergétique était différent.
Donc, ces gens-là pouvaient accumuler moins de gras et plus facilement du gras viscéral, ce qui menait à un problème. Ça me fait penser aussi, tu sais, souvent les gens qui vont prendre les plis sous-cutanés, là, tu sais, il n'y a pas juste ça non plus, là. C'est ça pour évaluer ta résistance à l'insuline, Colin, c'est ça. C'est ça. Tu peux pas juste évaluer ta résistance à l'insuline avec le pli adipeux en dessous de la scapula, là. Ben, c'est ça, tu sais, sérieusement, quand tu commences à être bon à le prendre, comment le tissu va réagir va peut-être te donner une idée. Ouais, une petite bien tangente, plus que le pli. Ouais, parce que ça fait prendre des plis, puis le gars, il n'est pas gras, puis comme tout a l'air bien tight, tout a l'air bien. C'est comme, pas normal, ça. C'est pas parce que t'es pas gras que c'est bon, là. Fait que, ça fait comme, OK. Mais après ça, il est situé où? Tu sais, à part pour les plis très hormonaux, donc on l'a vu, estrogène, testostérone, ça marche. Là. On le voit qu'il y a une variation, triceps, cuisses, des choses comme ça, dans le cycle menstruel chez la femme, chez l'homme, caromatase aussi. Donc, on l'a vu. C'est facile à voir. Mais après ça, les autres, ouais, c'est ça. C'est moins évident. Ouais. On peut se fier à, là, mais c'est pas sûr que tout ce qui est autour là. Du ventre, le spoliaque et l'ombilical, c'est certain que là, on peut faire des relations avec la sensibilité à l'insuline, la sensibilité métabolique, là, parce que du gras abdominal, c'est jamais une bonne nouvelle. Ouais, non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, concrètement, là, les gens qui écoutent ça, bon, ben, ces gens-là veulent avoir des trucs concrets pour optimiser leur alimentation. Puis là, ben, on garde ça en tête un peu comment ça fonctionne. Il y a une distinction entre être avec le intolérant au glucose puis avec la sensibilité à l'insuline et tout ça. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire pour se sortir un peu de la mentalité ou bien de l'idée que les glucides vont causer une mauvaise sensibilité à l'insuline, une accumulation de tissu adipeux. Le premier truc, tu nous as parlé un peu, c'est de choisir des aliments qui sont le moins transformés possible quand on va parler des glucides. Fait que tout ce qui va être les variantes de riz, après ça, les patates douces, l'avoine. Cette liste-là peut être longue. Des vrais aliments, c'est déjà une très bonne idée. Idéalement, c'est ça que tu veux faire. Tu restes le plus possible dans les vrais aliments. Donc, tu peux travailler, tu vas en manger moins, premièrement. C'est certain que tu essaies de manger du gruau à l'infini, tu vas voir que ça arrête assez vite. Ah oui. C'est sûr. Mais après ça, c'est sûr que d'éviter de manger des aliments ultra transformés, parce que le système a de la difficulté avec la satiété avec des aliments ultra transformés aussi. Donc, souvent, c'est très dense en énergie parce qu'on va avoir un mélange d'huile et de farine. Donc, souvent, c'est ça, un aliment ultra transformé avec des ajouts de plein de choses. Donc, juste de minimiser ça ou d'être conscient que l'aliment, c'est pas une bonne idée que tu manges tant que tu n'as plus faim. Oui, c'est ça. Quand tu manges un aliment transformé, c'est pas une super idée de te dire je vais arrêter de manger quand j'aurai plus faim. Parce que le sentiment de satiété qui vient avec ça, ça se peut qu'ils ne viennent pas tout de suite. Ça se peut qu'ils arrivent à 500 calories trop tard. Je veux dire. Même si les calories, on s'entend, c'est un concept quand même complexe. Là, mais, c'est ça. On pourrait faire un podcast au complet sur ça. Mais essentiellement, c'est ça. Puis, et moi, un truc que je donne, un conseil que je recommande tout le temps, là, c'est, regarde, on va commencer, tu l'intègres un petit peu à chaque repas, là, comme au dîner, au souper, même au déjeuner. D'en manger en général, c'est sûr que ça va aider. Que les gens puissent arrêter de le démoniser. Trouve une source que tu aimes, fais-toi des recettes avec. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Toujours en accompagnant avec les végétaux, si on s'entend que c'est une bonne source de protéines, végétale ou animale, tout dépendant de ton alimentation. C'est ça. Des végétaux, puis après ça, go, des épices. Exact. Puis, c'est aussi parce que l'alimentation, c'est pas juste une question de portion, de calories, puis de diviser tes macronutriments dans ton assiette. Souvent, si tu veux avoir une bonne alimentation à long terme, il faut que tu sois capable de trouver des recettes que tu aimes, de cuisiner avec des herbes, des épices, puis de pas toujours, tu peux pas compter tout le temps le nombre de grammes de glucides que tu as dans chaque repas. Là. Sur le long run, non, c'est ça. Fait que sur le long run, c'est pas... Souvent, les gens qui commencent vraiment, qui veulent se donner une idée de c'est quoi vraiment la bonne portion de glucides qu'ils pourraient manger quotidiennement, peut-être te donner des petits points de référence comme ça avec les quantités et tout ça, mais à long terme, il faut que tu viennes qu'à comprendre comment ton corps fonctionne, comprendre les glucides que tu tolères bien puis les autres que tu tolères moins bien. Souvent, je vois des clients qui
le riz va causer un peu de ballonnement, un peu de problèmes au niveau de la digestion, tandis que les patates douces, non. Puis ça peut être complètement l'inverse pour une autre personne. Fait que, puis après ça, l'effet de satiété que ça te procure. Moi, je me souviens, aussi. j'avais un client super gentil. Puis à un moment donné, il disait, je pourrais essayer de manger 2 tranches de pain au lieu de ma tasse de riz avec mon dîner. Oui, mais ça se peut que ça te boue moins longtemps. Oui, c'est ça. Puis il avait essayé, il dit, t'as raison, j'ai faim un peu plus vite. Bon, à ce temps que tu le sais, regarde, voir si tu ne peux pas travailler là-dessus. Voir si tu ne peux pas changer de pain, rajouter des légumes. Si tu veux vraiment manger un sandwich, là, va chercher un vrai bon pain, puis rajoute plus de rajoute une salade verte on the side, compense l'effet de perte de matrice, on va dire. Oui. C'est des bons trucs, y aller. Quand c'est reprogrammé, j'ai écouté un podcast ce matin sur l'alimentation intuitive avec Myriam Baudry, qui est une étudiante au doctorat actuellement. Dans ce domaine-là, en fait. Donc, c'est super intéressant, mais le concept d'alimentation intuitive est juste bon si la personne, les sentiments, les signaux de satiété ont été rééduqués. Puis que la personne a une compréhension quand même de c'est quoi la satiété et pourquoi tel aliment le fait moins que d'autres. Tu as un minimum. Je pense que le rôle d'éducateur est quand même pris à la légère par beaucoup, beaucoup de professionnels qu'ils pensent, on dirait qu'ils sont moins au courant où ils considèrent que les gens ont l'air plus in touch avec leur feeling que ce que moi je vois dans mon bureau, ça fait 10 ans, là, parce que même nous autres qui connaissent ça, moi aussi, ça m'arrive des fois d'avoir un goût de manger en 2 repas, là, puis je le sais ce qui se passe, là, je le sais que j'ai assez mangé. Là. Mais bon, c'est un mécanisme, fait qu'il faut être capable de mettre le client conscient de ça, selon moi, là, pour que ça marche. Oui, c'est ça. Puis, tu donnes parce qu'il y a toujours en tout cas, moi, je remarque là, que il y a toujours les glucides, là, le riz, les patates douces et tout ça, là, mais des fois, comme tu donnes l'exemple des tranches de pain, moi, de dire à une personne qui avait tendance à manger du pain à l'occasion parce que ça faisait partie de son déjeuner quotidien, puis là, on travaille tranquillement à modifier le déjeuner graduellement en intégrant un petit peu plus de gras, un petit peu plus de protéines, essayer de diminuer un petit peu les glucides, mais d'apprendre à dire à la personne que du pain, il faut que tu diminues, il faut faire attention, puis y aller avec le gros bon sens. Mais ça ne veut pas dire que là, pour le reste de ta vie, no way, tu n'en mangeras plus jamais. Après ça, tu ne pourras plus jamais manger de céréales. C'est comme, tu vas pouvoir en remanger, mais juste à être conscient que, quand tu manges, tu donnais l'exemple de quand tu manges une tranche de pain, essaie de compléter avec un peu plus de végétaux, essaie de ne pas en manger peut-être à tous les jours, puis trouver des alternatives. Au courant que ça se peut que tu aies faim plus vite, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas assez mangé. Exact, c'est ça. C'est ça qui est un peu le concept. C'est que c'est le fun, l'intuition, mais ça ne remplacera pas des signaux physiologiques. Là. Non. Si tu as plus faim parce que tu as eu un plus gros spike d'insuline, parce que ton aliment transite plus vite dans ton système digestif, tu as plus faim. Ça ne veut pas dire que ton corps est en train de manquer d'énergie. Il y a une différence entre avec l'énergie et l'appétit. Exact. Sinon, tu es en train de manger. C'est ça. Essentiellement, c'est ça qu'il faut retenir là, si on pourrait closer la catégorie glucides, puis justement, faire attention avec les qualités, puis après ça, toujours écouter son corps, mais justement, on va glisser sur l'autre sujet, Matt, là, parce qu'on parlait d'insuline beaucoup, puis on parle beaucoup du système immunitaire depuis mars 2020. Puis il y a un lien entre des gens qui ont de la misère avec à manger toujours des aliments transformés, puis qui sont toujours en processus inflammatoire avec le système immunitaire. Peux-tu élaborer un petit peu plus sur ça? Ce qui est intéressant avec la santé métabolique, c'est que plus tu l'étudies, c'est ça ce qu'on a fait énormément, Gabor et moi, en début de pandémie, parce qu'on s'est dit, on va regarder puis essayer de comprendre le concept. Ça n'a pas été trop long. Là. En fait, on a fallu qu'on se tourne vers des études qui avaient déjà été faites sur l'influenza, donc la grippe. Parce qu'ils avaient déjà regardé si les gens avec des complications métaboliques étaient plus à risque de complications avec l'influenza. Et oui, en fait, ils sont plus à risque pour tous les virus. Parce que le concept d'une perturbation métabolique, donc on parle de résistance à l'insuline, mais l'hypertension est aussi un signe avant-coureur de ça. Donc, une inflammation continue du système au niveau du diabète de type 2, c'est beaucoup plus le tissu adipeux et le système en général qu'une inflammation. Mais au niveau de l'hypertension, c'est les vaisseaux sanguins, là, donc c'est pas plus complexe. C'est plus complexe, mais c'est ça simplement dit. On se rend compte que le système immunitaire, lui, va s'adapter à la situation.
Parce que le système immunitaire normal, il ne trouve pas ça normal non plus d'avoir toujours de l'énergie en circulation. Donc, les cellules doivent s'adapter à cet environnement-là et vont devenir résistants à l'environnement. Le problème, c'est que devenir résistant à l'environnement fait qu'il y a un débalancement au niveau du système immunitaire, fait qu'il y a un débalancement de communication dans le système immunitaire et un débalancement au niveau de l'efficacité des différentes cellules immunitaires. Donc, c'est ça qui va causer un problème. C'est ça qu'on appelle la tempête de cytokines. La tempête de cytokines qu'on a remarqué très rapidement au début de l'épidémie de COVID-19. Donc, c'est un manque de régularisation du système immunitaire qui n'est pas capable de s'auto-réguler parce qu'il y a une mauvaise participation des cellules T. Donc, les cellules T qui font partie du système adaptatif sont très peu efficaces ou très peu impliquées. Et il y a une grosse up-régulation, donc grosse production excessive de neutrophiles et de macrophages qui, quand sont influencés par un taux d'énergie, soit du gras, soit du glucose, principalement du glucose, trop présent, deviennent moins efficaces. Donc, ça, c'est étudié pour les cellules, on appelle ça les cellules tueuses, les cellules NK et les neutrophiles. Ils se sont rendus compte que si on exposait des cellules NK et des neutrophiles à plus de glucose, donc des hyperglycémies ou plus de glucose dans le sang, ils perdaient leur efficacité. Mais quand tu regardais juste le nombre, il y avait le même nombre. Ils disaient, mais ça n'affecte pas le système immunitaire. Ça n'affecte pas la quantité. Mais s'il y en a 2000 qui ne font plus rien, ou qui font moins efficacement, là, ils vont resort, comme les neutrophiles, en fait, ils resort à un mécanisme qui s'appelle plus la nétosis, donc la création d'un net extracellulaire qui est très dommageable pour l'organisme, mais qui est un mécanisme de destruction de pathogènes. Ça fait partie des mécanismes que le système enclenche pour essayer de se défendre parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc, mais tout ça, il peut être relié ou retracé au concept de respiration cellulaire et d'équilibre énergétique. C'est d'où le lien, là, justement, avec les gens qui... Parce que ça c'est un terrain un peu plus glissant, là, mais on va en parler. Mais parce que là, avec l'alimentation, c'est dur à dire, l'alimentation n'a pas... je vais le formuler autrement, là, mais les gens qui sont complètement toujours inflammés en processus inflammatoire, il y a une baisse une baisse de la réponse du système immunitaire qui va faire en sorte qu'ils ont plus tendance à attraper la COVID-19, mais comme tu disais, l'influenza ou n'importe quel en fait, n'importe quel virus. C'est pas qu'ils ont plus à risque de l'attraper. C'est que s'ils l'attrapent, ils ont moins de chances de se défendre. De se défendre, c'est ça, exact. C'est ça, ouais, c'est une bonne distinction à faire. C'est pas plus à risque de l'attraper, c'est si tu l'attrapes. Il y a aussi le concept, il y a des scientifiques qui en ont parlé, puis ça a été en anglais discarded ou tassé du revers de la main parce que la manière qu'ils l'ont exprimé, c'était un peu faux. Ils disaient les obèses vont avoir tendance à une charge virale plus grande. Point d'exclamation géant. Pas les obèses. Donc, les gens avec une santé métabolique moins bonne, comme ils ne sont pas capables de se débarrasser du virus, vont avoir une charge virale plus grande parce que le virus va se répliquer parce qu'il n'y a rien pour l'empêcher. Et après ça, il y avait peut-être aussi l'interaction que il y a des études plus récentes, donc même relativement récentes, qui se sont rendues compte que peut-être que le virus, comme le SARS, avait la capacité d'infecter les cellules adipeuses, donc rentrer dans la cellule adipeuse. C'était spécial, là, à cause de l'expression de différents récepteurs sur les cellules adipeuses. Là, c'est récent, je n'ai pas eu le temps de regarder ça beaucoup encore. C'est comme, OK, là, il y a un problème. Oui, mais du gras dysfonctionnel, tu n'es pas obligé d'être gros pour en avoir. C'est ça qu'il faut. C'est ça, c'est un bon point. Mais... On se pense ces obèses parce qu'ils sont faciles à viser, ils sont plus gros. Mais je veux dire, c'est pas l'obésité, c'est pas un gage de maladie comme être mince, c'est pas un gage d'être en santé. Là. Exactement. C'est ça, il faut faire la distinction entre les deux parce que, comme tu dis souvent, il y a des personnes qui sont obèses, là, mais avec un surplus de tissu adipeux, là, sans être obèse morbide. Là. Parce qu'il y a des catégories, il y a des classes, là, mettons, des obèses qui sont vraiment. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont en mauvaise santé, tout comme quelqu'un qui est hyper mince, mais tu feras un check-up à l'intérieur au niveau des organes puis au niveau système sanguin, tu dirais, oh, tabarouette. Tu te rends compte qu'ils sont beaucoup plus endommagés qu'on penserait finalement. Exact. Puis là, c'est ça. Là, ça m'amène à parler de qu'est-ce qui cloche avec la santé des Québécois et Québécoises en 2021.
Comme on disait tantôt en intro, la pandémie, ça a mis la lumière sur bien des problèmes qui clochent dans notre société aujourd'hui. Commencer là, pour finir un peu là-dessus, qu'est-ce qu'il faut retenir les gens s'ils veulent avoir. Parce que tu ne peux pas booster ton système immunitaire, ça, tu me l'avais Non, déjà ça ne dit. se booste pas. Ça ne se En booste fait, pas. c'est sûr que, on voit des études encore sur la vitamine D, puis je suis quasiment tanné de corriger le monde, je ne leur dis plus rien. Ouais. Mais on voit les vitamines, comme le zinc, la vitamine D, comme quoi c'est relié avec les chances le problème avec la COVID. Oui, mais le métabolisme du zinc et le métabolisme de la vitamine D est intrinsèquement lié à la santé métabolique. Mm-hmm. Donc, arrêtez de dire que si tout le monde avait de la vitamine D avec un niveau dans le sang, ça irait bien. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'ils manquent de vitamine D. Oui, parce qu'ils ne vont plus dehors, mais c'est que leur tissu adipeux, il prend tout. Mm-hmm. Donc, tu n'en as plus. Tu as l'impression qu'il n'y en a plus. Non, mais il y en a plein dans le gras. Ouais. C'est vraiment un concept d'inflammation et d'immunométabolisme. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est comme, c'est le meilleur exemple. Les gens qui font pas attention nécessairement avec l'alimentation puis leur mode de vie, puis qui prennent de la vitamine D puis qui pensent se donner une chance pour combattre les virus. On va parler pas seulement de la COVID. Non, c'est ça. Fait que première étape, c'est oui, de faire de l'activité physique, comme on dit. Après ça, sommeil, faire attention à notre niveau de stress, puis toutes les habitudes de vie qu'on entend depuis dans les podcasts, puis dans les posts sur Facebook, Instagram et tout ça. Là, pas mal. Je pense que les gens qui écoutent le podcast le savent pas mal qu'il faut faire attention à ces sphères de notre vie. Puis justement, si tu manges tout le temps, tu es constamment en processus inflammatoire, mais c'est sûr que, comme tu disais, tu vas avoir plus de difficultés à pas. Tu n'as pas plus de risque d'attraper la COVID, mais tu as plus de difficultés à la combattre. Mais la COVID, mais n'importe quel virus. Mais là, c'est ça. Puis aujourd'hui, on s'en rend compte là, pourquoi via les podcasts, c'est une bonne façon de parler de ça parce qu'on n'entend pas parler aujourd'hui. C'est ça qui est un peu choquant quand on est dans le domaine comme toi puis moi, que c'est quelque chose qu'on se rend compte que la plupart des Québécois sont pas tant en bonne santé que ça. Comme la population nord-américaine moyenne. Oui, c'est ça. On est au Québec, mais en nord-américaine moyenne, c'est ça qu'on se rend compte, en fait. Là. Fait que, je veux t'entendre parler là-dessus ton petit speech que tu avais tendance à souvent parler via des lives Instagram et tout ça. Hein. Ce qui est un défaut, c'est que c'est un tout. Hein, tu l'as dit. Le monde ne bouge plus. Le monde sort même plus dehors. Mm-hmm. Moi, là, quand la pandémie est arrivée, là, moi, j'habite avec ma blonde. Puis tous les jours, on se dit, on va aller marcher. Quand on n'a rien à faire. On va aller marcher 2 fois au moins 30 minutes. Mm-hmm. Hiver, été, peu importe, je m'habille, je m'en vais dehors. Au début, les gyms étaient fermés. On avait un setup d'élastique et de dumbbell. Puis, on faisait ce qu'on pouvait pour faire de l'exercice. Moi, j'ai ça courir. Oublie ça. Mm-hmm. Fait que, trouver une dynamique. Après ça, on s'est dit, tant qu'à rien faire, on va faire à manger. Mais on a le temps. On va faire des poteaux au feu, c'est pas vrai que c'est plus long. Tantôt, je disais en début de podcast, je me fais un chili tantôt. Le chili va me prendre quoi? Là? 30 minutes à faire à peu près? Là, parce que faire cuire ma viande, couper mes oignons, aller chercher des cannes de pâte de tomate, j'ai oublié. Donc, ça va me prendre 30 minutes à faire. Je vais faire 7 livres de chili. Ouais. J'en ai une coupe de lunch. Ah ouais, après ça, au pire, je suis tanné d'en manger, je vais le geler. Fait les gens, souvent, ils vont tomber, on le voit de plus en plus, puis moi, ça me fait mourir. Les compagnies qui vendent des repas que tu peux assembler toi-même. T'es-tu sérieux? Ouais. Il y a genre 100 000 pages Internet de te dire comment faire un rôti de porc. Veux-tu bien ouvrir une page, aller t'acheter un rôti de porc et le faire à la maison? Ouais. Tu n'as pas assez de temps, c'est pas vrai. Là. Ça va te coûter au moins 50% plus cher. Déjà là que la bouffe coûte plus cher. Pour être capable de faire des chops de porc avec des choux de Bruxelles avec du vinaigre balsamique. Là. Non, mais Caroline, regarde la recette et refais-la. Au pire, rajoute-toi de la viande chez Cookit ou peu importe la compagnie que tu veux, puis fais-toi des sides. Les gens tombent. C'est compliqué. Là, au niveau neurotransmetteur, tu pourrais éviter Matt Boulay et Christian, on pourrait en parler. Là, les gens tombent en facilité parce que c'est une roue qui tourne. Parce qu'ils font rien de bon, parce qu'ils ne dorment pas, parce qu'ils sont stressés.
Donc, c'est une roue qui tourne. Donc, moins ils dorment, plus ils mangent mal, plus ils sont fatigués, moins ils dorment mal, moins ils récupèrent. Donc, c'est une roue qui tourne. On est une minorité qui s'entraîne, qui mange bien, on va dire. Puis, bien, ça ne veut pas dire que je suis obligé de manger bio, ça ne veut pas dire que je suis obligé de manger mes 14 portions de fruits et légumes par jour. C'est pas ça bien. Bien, c'est majoritairement les aliments non transformés. Puis le soir, ben, je ne binge pas Netflix pendant 3 jours. Puis, quand il est l'heure de me coucher, je vais me coucher. C'est un peu ça. Là. Fait que, on essaie de toutes les solutions magiques. Puis, les solutions magiques, on en a parlé, le keto, le jeûne intermittent, je suis tombé du vegan, j'ai pris un défi 21 jours et de couper le sucre. Non, ça ne marche pas. C'est pas de même, ça marche. Il y a des défis qui sont super pertinents quand c'est des défis de travail sur toi. Le défi te parle de couper des nutriments pendant 21 jours pour te challenger. Regarde bien, c'est pas ça le premier défi dans ta vie. Donc, le défi dans ta vie, c'est d'avoir une meilleure vie. C'est un défi 21 jours, travaille sur toi, couche-toi plus de bonheur, fais ça. Colin, ça, c'est un pas pire défi. Je veux dire, parce que la plupart des gens, c'est là que c'est dysfonctionnel. Il n'y a personne qui va me faire croire qui pense qu'un Pop-Tart, c'est un bon déjeuner. Là. Non. Je veux dire, t'as-tu vu aux États-Unis, il y a une madame qui a poursuivi la compagnie Kellogg parce qu'il n'y avait pas de fraises dans le Pop-Tart aux fraises? Non. Je pense qu'elle va gagner. Mais imagines-tu? Je veux dire, qui pensait qu'il y avait vraiment des fraises là-dedans? Sérieusement. C'est ça. La dernière fois que j'ai mangé ça, je me disais pas, Colin, ma portion de fruits est faite. C'est un peu ça. C'est qu'il y a un manque d'éducation. Il y a un manque d'éducation flagrant. Il y a les échelles qu'on utilise pour. Il y a une échelle qui s'appelle l'échelle ANOVA, donc l'échelle de transformation alimentaire. Ça, Gabor m'en a parlé, puis là, ils viennent de ressortir la modification. Puis les scientifiques aux États-Unis, sur Twitter, c'est l'enfer, ils démolissent l'échelle parce que c'est de la pure invention du. C'est pas supposé être utilisé par le monde normal. C'est vraiment une échelle au niveau industriel. Mais c'est tombé dans les mains du public pour des. On dirait, je sais pas, ça fait faciliter la tâche quand ils achètent des cannes et des produits en pot à l'épicerie, là, mais c'est la cochonnerie. L'appellation grain entier, là, sur n'importe quoi qui est dans une boîte, dans un petit sac, là, oui, oubliez ça. C'est moulu. Il y a le grain au complet dedans, mais. C'est de la farine, comme tu disais tantôt. C'est ça. C'est comme le monde qui pense qu'il achète des burgers de McDonald's 100% bœuf, qui pense que c'est 100% de la viande d'intérieur de ronde de bœuf qu'il y a là-dedans. Là. Il y a 100% du bœuf. Ça, je te garantis. Je dis pas qu'il y a des parties bizarres. Je dis juste qu'il y a tout. Maintenant, arrêtez de me le niaiser. C'est pas du filet mignon grindé. C'est un peu ça. Là. Dans l'appellation, tu as le droit de dire bien des affaires. Mais ça, c'est la première partie de l'éducation. Puis après ça, de se fier aux portions en arrière des pots. Colin, y a quelqu'un qui a essayé de manger la portion d'une céréale puis le fun, voir si c'est intéressant comme portion? Il n'y a personne qui fait ça, je te garantis. J'ai tout des. Moi, je mangeais des honey bunch of oats là, quand j'étais jeune. J'ai déjà regardé la portion en arrière de ça, m'a dit ma portion déjeuner, ça doit être 3 fois ça. C'est toutes des affaires que les gens ne sont pas éduqués. Il n'y a pas d'information là-dessus mainstream. Non, c'est ça qui est. On est encore sur débattre sur est-ce qu'il y a trop de protéines c'est dur pour les reins. Chris, veux-tu bien? Est-ce qu'on peut mettre ce mythe-là à rest après 20 ans d'études comme quoi ça n'a pas d'impact? Je veux dire, est-ce qu'on peut parler des vraies affaires que 2 tranches de pain avec du fromage Velveeta, Colin, c'est pas un bon déjeuner? Je veux dire, on pourrait-tu arrêter de vouloir faciliter ou niveler par le bas l'alimentation humaine? Puis, tu sais, je le dis, pas besoin d'être bio, pas besoin d'être grass-fed, pas besoin d'être sans pesticides, pas besoin. Juste, est-ce qu'on peut parler de qu'est-ce que fait une bonne alimentation? Point. Donc, c'est tout. Une bonne alimentation, là, c'est de faire de la bouffe à la maison avec des vrais aliments. Puis c'est ça. C'est ça. Ça ne veut pas dire de ne pas manger de pâtes, ça ne veut pas dire de ne pas manger de pain, ça veut dire de ne pas manger de pogo, puis de pop-tarts, puis de hot dog. Mais encore là, il y a moyen de manger des hot dogs, puis ça va être moins pire. Ouais, c'est ça. Moi, des hamburgers, là, je mange ça toutes les semaines. Non, c'est ça. Tu prends un bon pain pour faire ton burger, tu prends une bonne viande de qualité, tu mets full légumes dedans, condiments, tu accompagnes ça avec... une salade on the side parce que moi, j'aime ça. Fait que c'est fait. C'est ça, exact. Fait que c'est faux. Faut que les gens apprennent à sortir du moule de bien manger. C'est compliqué, puis ça coûte cher, puis... ça prend du temps et tout ça. Avec l'inflation alimentaire, là, si les gens ne prennent pas à cuisiner, ils vont trouver que ça coûte cher la vie. Ah, vraiment, c'est ça.
Moi, je le voyais ici, on a un magasin en vrac dans Tétroville, il s'appelle le Au Pois Vert, puis c'est un magasin en vrac. Le gars, il le dit, dans la pandémie, j'ai eu une grosse hausse de clientèle. Mm-hmm. Puis, tu sais, moi, je suis pour que les gens apprennent à cuisiner des légumineuses. Mm-hmm. Toi, tu l'as incorporé dans ton alimentation, ça fait peut-être 1 an ou 2. Là. Ah ouais. Moi, ma blonde est végane, j'ai comme pas le choix. Mais je suis content, j'aime ça. J'aime le goût, ça se prépare bien. Comme là, dans le chili, c'est parfait. Des sautés avec ça, j'aime ça. Un coup qui sont bien trempés, là, l'acide phytique, là, t'en perds quand même pas mal. Au niveau du l'antinutriment, tu vas t'habituer en plus à en manger. Ta digestion va se placer. C'est pas vrai que ça coûte cher. Si c'est bien fait, ça coûte pas cher. Ouais, c'est ça. C'est sortir de cette mentalité-là aussi, là, de rendre ça bien manger pour monsieur, madame, tout le monde qui écoute ça. Ben, toi, moi inclusivement. C'est pas compliqué, puis c'est pas obligé d'être. Il faut que ça soit une alimentation que les gens soient capables de maintenir toute leur vie aussi. Exact. Fait que c'est ça le gros, le nerf de la guerre, tant qu'à moi. Puis c'est de prendre un peu tous les trends alimentaires qui existent. Ben, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on peut tous se situer au travers de ça. Tu sais, comme vegan, ben, les gens qui sont végétariens, es-tu obligé de drive 100% à être vegan? Non. Tu peux-tu manger un petit peu plus de protéines végétales dans ton alimentation? Certainement. Même affaire avec les gens qui font la keto. Tu es obligé de couper tous tes carbs puis manger que des gras sans regarder la qualité puis la composition. Ben, clairement non, mais tu peux-tu mettre un petit peu plus de gras qui soit visible dans ton assiette? Ben, ça, c'est sûr. C'est d'en prendre un peu à gauche, à droite, pour former son assiette santé à soi. Un exemple qui était très drôle, c'est que je vois, c'est les culturistes. Ouais. Tu sais, manger de la protéine, mais finalement, ils ajoutent le poulet au Super C congelé. C'est comme, tu sais, il y a de la qualité. La qualité, ça se peut que tu aies de la misère à gérer ce poulet-là. C'est pas de la protéine de poulet des voltigeurs que tu achètes. Fait que, tu sais, c'est le temps, il y a une question de qualité. Puis, tu sais, je comprends, là, on n'est pas riche. Je ne suis pas riche, toi non plus. Mais après ça, il y a moyen de faire des trade-offs. Moi, exemple, j'achète toute ma viande d'une ferme, mais je commande 50 livres à l'achat. J'ai un rabais. Je mets ça dans mon congélateur, puis quand j'en ai besoin, j'en ai besoin. Exact. À un moment donné, c'est ça la dynamique là-dedans. C'est sûr que si tu espérais manger des contrefilets Black Angus 3A toute ta vie, ben, t'es mieux d'avoir beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Ouais. C'est d'apprendre la même affaire. Moi, j'achète un bœuf une fois par année. Pas un bœuf au complet, c'est plus un quart de bœuf. Puis je mange vraiment moins de viande rouge qu'avant. Mais je suis un amateur de viande rouge quand même, mais c'est à toutes les fois depuis 3-4 ans que je mange une pièce de viande rouge, je peux m'assurer que, d'un est plus local ou bien c'est une pièce de viande de qualité. Mais je compense ailleurs. Je mange un petit peu plus de protéines végétales. Après ça, j'explore des nouvelles sources de protéines aussi. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Exact. Il y a de la place pour les protéines végétales dans l'alimentation. Il y a de la place. Pour vrai, moi, je suis super ouvert. Tu le sais, ça fait longtemps que tu étudies avec moi. Je n'ai jamais été fermé au concept. Non. Là, c'est encore plus le fun parce qu'ils font des affaires et c'est plus accessible. Des pâtes de légumineuses, j'adore ça. C'est vraiment accessible. Ça coûte moins cher. Les légumineuses en sac, là, allez vous acheter ça. Faites-vous des ragoûts avec ça. Souvent, ça goûte rien. Je parlais avec ma blonde hier. Je dis, quelle légumineuse je mets dans mon chili? Elle dit, mais non, n'importe laquelle, goûte la même maudite affaire. Anyway. C'est vrai qu'il n'y a pas une grosse différence. Bon, j'ai pris des fèves Pinto, j'en avais un sac. Je veux dire, c'est ça. Puis tantôt, tu disais, on parlait de prendre le temps de cuisiner. Je pense que les gens, il faut qu'ils reviennent à prendre le temps parce que là, on le voit, la pandémie, tout le monde était un peu plus sous pause. Télétravail, c'était beaucoup de l'avant. Mais là, depuis, depuis qu'ils ont enlevé... qu'ils enlèvent les ouais. Puis en tout cas, la société recommence à vivre un petit peu plus normal. Là. Ben, on dirait que là, l'être humain, je me rends compte qu'on oublie vite pour bien du monde. Là. On en revient avec le mode de vie qui est un peu... Commande des restos, commande des restos, c'est ça. Pas le temps de cuisiner. Il faut reprendre l'économie, il faut qu'on retravaille. Fait que, si les gens prendraient peut-être plus le temps comme on avait en 2020, puis garder ça, là, on parlait tantôt de défis, si les gens pourraient garder le défi de cuisiner plus, on réglerait pas mal de problèmes de santé en Amérique du Nord. Je pense que c'est le plus gros défi. Le reste, là, on les sait. Là, de coucher à la même heure, arrêter de binger des affaires. Sortir au moins une fois par jour, 30 minutes, une marche, une vraie. Dis pas, je marche au bureau, je m'en sac. Sors dehors, va te promener. Fais quelque chose le soir, book-toi des activités. Tout le monde a des centres communautaires. Moi, pendant chez nous, j'ai une piscine que je peux aller 2 fois par semaine. J'ai des parcs où je peux me promener.
Bon, mais tous les jours, je marche au moins une fois une demi-heure, souvent 2 fois une demi-heure. Je vais au gym, fait, bouge. C'est pas vrai que tu n'as pas le temps. Au lieu de t'asseoir devant le temps d'une paix, là, ça n'existe plus, là, mais dans une émission de télé le soir, là, avant d'écouter 4 émissions, mettons, de peu importe l'émission que tu écoutes, ben fais une marche, tu écouteras 3 émissions. Oui, c'est ça, exact. Tu fais des trade-offs un peu de même. C'est ça. C'est ça. C'est prendre une responsabilité aussi de son succès ou bien des actions, souvent. Et comme on l'a vu, là, justement, on attend que les vaccins arrivent. On attend que les solutions le monde veut se faire externes. sauver. Là. Ah oui, le monde, c'est ça que j'ai. Autant. Puis des fois, j'ai eu ce discours-là dans la pandémie, puis ça a marché. Là, le poste a vraiment pogné. Ouais. C'est parce que on est habitué qu'on va se faire sauver. Ouais. Surtout au Québec, c'est un pays, puis je suis loin du penser que c'est communiste, mais un pays où la santé est gratuite. Tout le monde paye, mais toi, tu ne payes pas. Je veux dire, techniquement, tout le monde paye pour toi, mais toi, techniquement, tu ne payes pas. Tu ne payes pas direct. Fait que tu sais qu'à chaque fois qu'il va arriver quelque chose, ben, le gouvernement va avoir une solution, puis il va y avoir quelque chose. Oui, mais c'est à force de ce dynamique-là qu'on se déresponsabilise. Ah, mais ils vont nous sauver. Ah, mais ils vont me sauver. Oui, mais attends une seconde. Là. Si on faisait, j'avais ce discours-là que Gilles Goulet, le cardiologue, commence souvent mes posts. En privé, je parle beaucoup, là, je connais, c'est une connaissance, je ne dirais pas que c'est un ami, là, mais c'est une bonne connaissance. Puis on disait, c'est la culture de ben, ils vont le faire à ma place. Ouais. On parlait des personnes âgées en CHSLD. Oui, mais avant, les personnes âgées, ils restaient dans les maisons. Jusqu'à temps qu'ils soient vraiment plus capables. Là, à un moment donné, OK, ils sont plus capables, ils vont finir leur jour en CHSLD. Mais maintenant, c'est un peu de trouble grand-maman à la maison. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, rien. Alors, on va l'envoyer à la maison. Mais là, Colin, parce que ils vont prendre son chèque, ils vont payer avec ça. Fait que, c'est ça la dynamique. C'est un peu ça le problème. C'est qu'on a, en tant que société, on a vraiment été vers, ils vont le régler à ma place, le problème. Je ne dis pas que tout le monde devrait regarder ses grands-parents à la maison. Je dis juste que c'est sûr que s'il y avait, mettons, le système était mieux fait pour permettre de garder tes parents à la maison, permettre des subventions, parce qu'on s'entend, là, quand tu prends tes parents et tu les envoies à CHSLD, ils prennent leur chèque complet de pension, de job, peu importe, c'est ça que ça coûte. Fait que, OK, mais attends une seconde, il pourrait-tu rester à la maison, personne à charge, puis OK, donnez-moi un montant d'argent de plus comme un enfant à charge, puis je vais m'acheter une plus grande maison, puis je vais lui donner, je vais avoir une chambre avec, peu importe. Mais on dirait que je ne connais pas, je ne suis pas bon en fiscalité, mais on dirait que ce dynamique-là a disparu. Et pourtant, moi, je pense que tant que la personne est apte, puis qu'elle ne reste pas de passer au feu quand elle se fait des toasts, pourquoi pas? Oui, exactement. Exactement. C'est ça, c'est d'apprendre à prendre responsabilité, comme tu disais, c'est le meilleur exemple. Puis c'est un peu ça que je voulais parler avec toi, puis de faire allumer les gens qui écoutent, d'allumer des petites cloches. Comme si on attend de se faire sauver, puis là, on ne rentre pas dans la fameuse, pas la polémique, là, mais le débat des vaccins, peu importe. Non, c'est pas ça le point, c'est juste il y a des étapes que les gens peuvent faire pour leur santé à eux. Ouais, en général. En général, c'est ça. Puis juste pour vivre plus. On parlait des virus, là, mais juste pour les maladies, le développement des maladies à long terme, puis la longévité, puis de vivre pleinement le plus longtemps possible. C'est comme il faut prendre action, puis il ne faut pas essayer de se faire sauver par le gouvernement ou n'importe qui. Même par toi puis moi. Là. Nous, on n'est pas là pour te sauver. Nous, on est là pour t'orienter. Pas te sauver. Exact. Ouais, c'est ça. C'est pas toi tantôt qui a fait un post sur ça, les trucs, les meilleurs conseils. T'as-tu des trucs pour ci, t'as-tu des trucs pour ça? Parce qu'au final, moi, dans le bureau, là, j'écoute la personne, puis c'est pas moi qui tiens la fourchette, puis c'est pas moi qui tiens un dumbbell. Là. Ou bien, c'est pas moi qui va marcher. C'est un peu... Moi, je te le propose, puis tu veux jamais le faire. Ouais. OK. Ouais. On a des clients comme ça, j'en ai eu des clients comme ça. Là. Ils vont être dehors pendant 1 an et demi, mais ils font rien pendant 1 an et demi. Ouais, c'est ça. Puis, à un moment donné, soit tu te tentes, soit ils font comme moi, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Vas-y. C'est ce que je te dis. Ouais, mais au final, moi, ça tout me donner. Moi, tout te donner mes trucs, moi, tout t'expliquer, m'a donné plein d'affaires. M'a demandé à ma blonde de te donner des recettes parce qu'elle en a plus que moi. Ouais. Tu ne veux pas le faire ou tu penses que tu n'es pas capable.
Attends, j'ai pas d'autres idées. Ouais. Ça va au-delà des... Moi, je me rends compte avec... J'ai pas la réponse à mes questions en ce moment, là, mais au-delà de les suppléments, le type d'entraînement, le type d'alimentation que tu vas suivre, moi, je me rends compte, c'est quoi? Toute l'information, là, les gens qui veulent vraiment être en bonne santé sont capables d'aller la chercher. Là. On s'entend sur les bonnes références comme, toi, sur les réseaux sociaux, des gens à qui vont faire confiance. Mais moi, je me rends compte, là, c'est quoi le déclic qui fait en sorte que les personnes sont capables d'avoir un switch puis dire, OK, là, bon, je me prends en main. Ouais, c'est le gros de la job, c'est l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel. Puis ça, c'est tellement complexe, puis il y a tellement de mécanismes, puis il y a tellement de facteurs qui influencent ça que je pense que je ne sais pas c'est quand qu'on va trouver, on ne trouvera jamais la réponse. Je pense pas qu'on va trouver. Je pense juste qu'on va réussir des fois à ramasser un peu plus de monde avec une petite affaire, d'autres mondes avec d'autres choses. C'est pour ça que tout le monde a un discours un peu différent. C'est pour ça que tout le monde va trouver sa personne pour l'aider. Oui, exactement. Fait qu'écoute, Matt, essentiellement, c'est de ça que je voulais parler avec toi aujourd'hui pour la prise numéro 2 du podcast. C'est toujours cool de te parler, c'est toujours le fun d'entendre, d'explorer, de t'écouter parler de tes connaissances. J'espère que les gens, ça va les aider là, quand on parlait de la première partie du podcast de les glucides, de peut-être pas trop se mettre une pression avec ça, de ne pas aller tout de suite, de sauter sur le régime ou la diète ou le trend qui est comme on coupe les glucides pour perdre du gras, de sortir un peu de cette mentalité-là. Deuxième partie, écoute, de juste prendre responsabilité de ses actions puis de trouver des solutions, d'aller voir des professionnels comme toi puis moi, mais de trouver des solutions pour être capable de faire les choses longtemps parce que ce qui fait une grosse différence, c'est la constance et l'adhérence. C'est pas... La perfection, ça n'existe pas, puis t'es mieux de faire les choses longtemps, mais un petit peu moins parfaitement que parfaitement pendant 21 jours, puis après ça, tout croche pendant 3 mois. Il faut trouver des gens qui sont prêts, que vous voulez qu'ils vous accompagnent pendant une méthode, puis que leur méthode, c'est ça. Ouais. Quelqu'un qui propose juste des défis, là, le défi, ça peut être bon pour vous starter, mais il faut que quelqu'un soit capable, après ça, de le maintenir. Un bon accompagnement, des bons trucs que vous soyez capable de maintenir. Parce que le défi est excellent. Si justement, je l'ai dit tantôt, s'il y a un aspect psychologique, un aspect de travail sur soi qui est là-dedans, et après ça, il y a du support. Si tout le monde, ils font juste acheter des défis à l'infini, c'est mon 8e défi 21 jours. Colin, ça ne tentait pas de pogner un coach qui fait un défi, puis après ça, il peut continuer à suivre. Oui, c'est ça. C'est ça. Au début, c'est bon de donner un petit traitement à choc, mais après ça, c'est de comprendre. Défis, ça peut être pertinent au bout. Ouais, j'en ai vu des bons. Mélodie en a eu un dernièrement, c'est beaucoup plus sur la relation avec ta vie, avec ta santé psychologique, avec tout. Ça, c'est positif. Parce que souvent, ça fait partie du problème. C'est pas un défi, je ne bois plus de café pendant 21 jours. Qui c'est le mongol qui veut faire ça? C'est ça. C'est qui serait capable de faire ça? Moi, je l'ai fait pendant 2 semaines, surtout que ma fille est venue au monde. J'ai pas pris de café pendant... parce que je voulais me reposer dans la journée. J'ai slacké ma caféine. Je pense que ça faisait, je ne sais pas combien d'années que je n'avais pas pris. Je te dis, j'ai fait au moins 2 semaines sans caféine. Je l'ai fait ça en début d'année. Ouais, ça m'a tellement fait du bien, honnêtement. Oh oui. J'étais brûlé, fait que j'essayais de dormir dans la journée. Fait que là, je ne m'allumerai pas avec un café quand je veux faire une sieste dans l'après-midi. Mais bref, écoute, Matt, où est-ce que les gens peuvent te suivre pour écouter tes capsules, avoir de l'information sur... Mathieu Bouchard, The Holistic ND. Donc, vous voyez mon logo sur mon chandail. Donc, The Holistic ND sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Sur Twitter, je suis moins actif, là, mais c'est vraiment Instagram et Facebook que je suis le plus actif. Parfait. Puis Institut AAT aussi sur Facebook. InstitutAAT.com ou Institut AAT sur Instagram et Facebook. Donc, pour ceux qui veulent apprendre à comprendre, en fait, parce que c'est ça qu'on fait. Donc, venez nous voir. All right, good. Merci, Matt, pour ta deuxième présence sur le podcast. C'était vraiment cool. Merci à toi. Yes. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.